Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la vie étudiante. Je m'appelle Erika Dupont, je suis docteure en histoire de l'art contemporain depuis fin 2019 et je vous partage dans ce podcast toutes les anecdotes importantes qui ont jalonné mon parcours universitaire depuis la licence et jusqu'au doctorat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, en cette veille de rentrée académique, on va parler enseignement. Enseigner pendant la thèse, vous êtes nombreux à y penser, notamment dans l'optique de poursuivre après le doctorat vers une carrière académique. Vous êtes nombreux aussi à me solliciter à ce sujet parce que vous savez que j'ai enseigné durant les 5 ans de mon doctorat. Alors voilà, j'ai décidé de prendre le temps de vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Surtout vous gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible pour enseigner, que toutes les expériences sont différentes et donc c'est pourquoi je vous livre ici, en plus de mon expérience personnelle, toutes les clés auxquelles je pense pour trouver des heures de cours, pour organiser votre temps et gérer la préparation de vos cours, c'est-à-dire comment ça se passe et quel temps de préparation prévoir notamment. Alors, pour trouver des cours. Personnellement, pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'être sollicitée pour prendre en charge un cours alors que je ne cherchais pas encore à enseigner. Moi en fait je me sentais pas prête, je n'envisageais pas encore de faire une carrière académique et une carrière dans l'enseignement ne me tentait pas du tout à vrai dire. À l'époque, je travaillais comme assistante d'éducation dans des établissements scolaires depuis 6 ans pour financer mes études supérieures et donc j'étais au contact d'enseignants du secondaire depuis de nombreuses années et je dois dire que ces contacts ne m'avaient jamais donné envie d'enseigner. C'était même plutôt le contraire parce que j'étais dans un établissement assez mal réputé et dans lequel les professeurs avaient beaucoup renoncé à transmettre quoi que ce soit en fait. Donc c'était pas une ambiance vraiment motivante pour nous les jeunes assistants d'éducation qui étions là. Voilà, donc en fait j'avais pas envie d'enseigner au départ. Malheureusement, mes contrats annuels avec l'éducation nationale ne pouvaient pas être renouvelés plus de 6 ans. Donc en fait j'allais me retrouver au chômage à la fin de ma première année de doctorat et cette année-là j'ai donc activé un petit peu mon réseau pour essayer de trouver un emploi et d'anticiper ça. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que j'ai pris conscience que l'essentiel de mon réseau était constitué d'enseignants, que ce soit à l'université, que ce soit du côté de mon job étudiant ou même de ma vie personnelle. En fait j'étais entourée de professeurs et de futurs professeurs et d'ailleurs ma première opportunité d'enseignement elle s'est présentée lors d'une soirée privée chez mon voisin qui était maître de conférence à l'université catholique de Lille. Donc il me proposait des cours à l'université déjà depuis 2 ans, mais moi j'avais toujours refusé parce que déjà j'avais pas envie, et puis surtout pour l'université je m'en sentais pas capable en fait, je me sentais inférieure aux enseignants du secondaire, comme à ceux que j'avais à la fac d'ailleurs, et je me sentais vraiment trop immature dans mon apprentissage pour aller, entre guillemets, donner des leçons à des étudiants. Là en fait, comme le chômage me guettait, et d'ailleurs à l'époque je ne pensais même pas avoir droit à des allocations de chômage parce que je pensais être toujours considérée comme étudiante alors que j'étais doctorante, je ferai une vidéo à ce sujet à l'occasion, mais j'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout doctorant ayant été salarié en France a bien droit au chômage. Je vais mettre un lien dans l'article du blog pour que vous ayez toutes les infos à ce propos. Donc, dans la peur de me retrouver sans revenu, j'ai accepté la proposition de mon voisin de prendre les cours qu'il me proposait pour la rentrée suivante. Ce que je cherche à vous dire ici, c'est que si vous pensez que l'enseignement n'est pas pour vous et que, comme moi, vous ne vous sentez pas capable d'enseigner ou pas à la hauteur, pas prêt, pas légitime, il y a de fortes chances que l'enseignement lui-même vous détrompe en réalité. Ce que je veux dire, c'est que dès le départ, moi j'ai abordé mes cours à ma manière, c'est-à-dire humblement, forcément, mais sans la pression non plus de vouloir faire une carrière académique, sans me soucier de toute cette histoire de conformisme et de vraiment de cadrer, donc j'avais pas ce souci-là, je le faisais pour avoir un emploi et pas pour l'amour de l'enseignement ou dans l'espoir d'être gardée en fait. Et je pense que c'est grâce à cet état d'esprit-là que mon envie réelle d'enseigner et de faire une carrière académique justement a commencé à se dessiner et qu'elle a pu naître en fait. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas de voisin maître de conférence qui croit en vous et qui vous propose des cours depuis 2 ans, il y a d'autres moyens de trouver des heures. Si vous n'êtes pas sous contrat doctoral avec des heures déjà attribuées, la première chose à faire, je pense que c'est d'en parler à votre directeur de recherche. Vous lui dites que vous avez envie d'enseigner et lui, peut-être qu'il gardera une oreille ouverte pour vous et qu'il vous préviendra si jamais il entend quelque chose. Évidemment, vous comptez pas que là-dessus. Si vous êtes en fin de doctorat, vous pouvez aussi faire des candidatures pour devenir attachant
terre. Le directeur doit attester que vous allez soutenir votre thèse dans l'année, donc c'est bien pour les fins de thèse. Personnellement, j'ai fait plusieurs candidatures dans ma dernière année de doctorat pour des postes d'ATER. J'ai trouvé ce processus horrible honnêtement parce que j'ai eu le sentiment que je devais rentrer dans une case qui était préconçue, ce qui est un peu dérangeant quand on enseigne, quand on fait de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander d'aller sur un poste d'enseignement et de recherche en vous disant d'avance ce que vous allez devoir enseigner et ce que vous allez devoir chercher, ce qui est pas très logique dans le cadre d'un doctorat. Ça suppose que ça cadre parfaitement avec votre sujet de recherche, ce qui en fait n'est pas possible puisque ce dernier se doit d'être novateur et que vous en êtes a priori le seul expert. Je me suis toujours demandé comment un poste d'enseignement et de recherche préexistant pouvait cadrer avec un projet doctoral. Pour moi c'est un non-sens, mais bon, passons, vous pouvez postuler pour être ATER, c'est des postes qui sont intéressants parce que vous êtes contractuel et donc vous avez un contrat de travail et tout ce qui va avec. Pour postuler, il faut créer un compte sur le portail Galaxy, vous téléchargez les documents à fournir pour la constitution de votre dossier. Ensuite, vous allez recevoir un mail pour télécharger votre dossier de candidature et vous l'envoyez après l'avoir complété. Sur Galaxy, vous allez avoir accès aussi à tous les postes d'ATER qui sont ouverts pour l'année en cours, enfin pour l'année d'après du coup. Et vous pouvez aussi, attention, parfois vous pouvez postuler à un ATER sans passer par Galaxy, parce qu'il y a des universités qui parfois font leur propre recrutement en dehors de Galaxy. Alors attention quand vous envoyez une candidature pour des postes ATER, si vous n'avez aucune réponse après la date qui est indiquée sur le dossier, c'est peut-être que votre candidature n'a pas été retenue, mais pensez quand même à checker régulièrement le portail Galaxy parce que il se peut qu'ils ne vous préviennent même pas que votre candidature a été retenue en fait. Donc oui, c'est du vécu. Parfois ils vous préviennent pas en fait. Donc vous attendez qu'on vous appelle, mais en fait ça a été validé sur Galaxy et vous pouvez passer à côté d'un poste bêtement en fait. Sinon, si vous n'êtes ni sous contrat doctoral ni en fin de thèse, il reste l'option des vacations. Alors attention, évidemment, je mets en garde vraiment contre le statut des vacations. Être vacataire de l'enseignement supérieur, ce n'est qu'un statut. En fait, vous n'aurez pas de contrat de travail. Ça signifie que vous n'allez pas cotiser pour votre retraite ou pour le chômage via ce travail qui n'est pas un travail salarié. Vous n'aurez qu'une rémunération pour la totalité de vos heures une fois que la mission sera terminée, donc pas de salaire mensuel. En revanche, si vous êtes bénéficiaire de l'ARE, donc si vous avez des droits de chômage, votre rémunération pour vos heures, elle va être soustraite à vos droits ARE pour le mois où vous le percevrez. Par exemple, si vous bénéficiez de 950 € mensuels d'ARE et que l'université vous verse à un moment donné 700 € pour vos heures, vous ne percevrez que 250 € d'ARE pour ce mois-là. Pareil, si vous n'avez pas d'action en bourse chez la SNCF, vous évitez aussi d'aller accepter des vacations qui sont trop loin de chez vous parce qu'en fait vous n'allez pas bénéficier du remboursement partiel de vos frais de déplacement par l'université puisque vous ne serez pas sous contrat de travail et donc vous allez perdre énormément d'argent dans les transports en fait, donc faites attention à ça vraiment. Maintenant que ces mises en garde sont faites et reprises clairement, je reprends, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des vacations. En général, vous êtes chargé de TD. Pour trouver ces vacations, je ne connais pas d'autre moyen que d'en parler au maximum autour de vous. Donc vous allez voir l'ingénieur de recherche de votre laboratoire, vous allez voir le secrétariat du labo, vous allez voir l'UFR, vous allez voir le secrétariat de l'UFR, vous envoyez des mails à tous les maîtres de conf de l'UFR qui vous intéressent. En clair, vous parlez à toutes les personnes du laboratoire et de l'UFR, vous leur dites que vous voulez devenir vacataire. Et franchement, ce statut est tellement précaire que les maîtres de conf de certaines UFR parfois ont du mal à trouver des vacataires. Donc ça peut être assez facile et assez rapide, ça dépend des domaines, mais pour moi c'est comme ça que ça fonctionne et franchement c'est toujours du bouche à oreille, donc faut pas hésiter à vous manifester oralement, par mail et tout ce que vous voulez. N'allez pas évidemment juste laisser un CV à l'UFR parce que voilà, ça fonctionnera pas, mais faites savoir simplement que vous êtes intéressé. Dernière option aussi qui est rarement envisagée, c'est d'enseigner dans des universités privées. Personnellement, je suis devenue vacataire à la fac alors que j'avais déjà des cours dans l'université privée où mon voisin était maître de conférence. Donc l'intérêt des universités privées, c'est que vous êtes sous contrat déjà, vous êtes généralement mieux rémunéré, surtout vous avez un contrat de travail avec un salaire qui tombe tous les mois à date fixe. Personnellement, j'ai travaillé à l'Université catholique de Lille, donc à la FLSH, sur plusieurs départements, et j'étais totalement libre de choisir mes sujets d'études, d'élaborer mes programmes, de travailler sur ce que j'avais envie de faire découvrir aux étudiants. Forcément, ça change tout, et c'est là que c'est peut-être dur aussi de revenir sur des postes d'ATER. Quand j'ai dû candidater à des postes d'ATER, j'ai vraiment halluciné de voir comment ça fonctionnait, parce que moi j'étais habituée à travailler autrement, que ce soit pour enseigner, ou que ce soit dans ma recherche en fait, puisque je revenais de Londres et que j'allais travailler à l'étranger,
et du coup quand je suis revenue en France ça a été mais vraiment trop violent en fait. Voilà, donc faites attention à ça. Personnellement, je recommande vraiment les universités privées parce que vraiment c'est formidable de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et perso, sur cette expérience professionnelle, j'ai vraiment pas grand-chose à redire. Donc pensez aux universités privées qui sont près de chez vous. Vous pouvez démarcher les secrétariats, les enseignants par mail. Sachez que les maîtres de conf du privé sont souvent présents dans les journées d'études et tous les colloques en fait qui se déroulent dans le public. Parce que dans le privé, il n'y a pas de laboratoire. Donc les enseignants du privé qui sont titulaires de doctorat et qui veulent continuer la recherche, eux, en fait, ils doivent publier, communiquer là où ils peuvent, donc dans le public en général. Parfois, ils sont rattachés à des laboratoires des universités publiques et ce qu'ils veulent, c'est garder des liens avec le public pour avoir des postes. Parce qu'en fait, les docteurs qui n'ont pas de poste en début de carrière, se font recruter dans le privé en attendant. Donc eux, ils cherchent vraiment des connexions dans le public pour justement avoir un max de responsabilités, pouvoir étoffer leur CV et surtout pas tomber dans l'oubli en attendant d'avoir un poste dans le public. Donc surtout, faut pas hésiter à les approcher quand vous en avez l'occasion, si vous envoyez sur des colloques et autres. Allez les voir et parlez avec eux et puis si vous pouvez, vous casez que vous cherchez des heures et vous discutez et vous mettez les choses en place tranquillement. Des fois vous êtes surpris, on vous rappelle un an après alors que vous aviez un petit peu oublié et donc ça peut vraiment être intéressant de se faire connaître tout simplement en parlant. Dites-vous que le plus difficile de toute façon, c'est de trouver un premier cours à prendre en charge. Une fois que vous êtes dans le circuit, c'est beaucoup plus facile de récupérer d'autres cours, à condition évidemment de vous intégrer dans les équipes. Donc, faut être actif, faut vous faire connaître, faut parler quand il y a des pauses déjeuner, faut échanger avec vos collègues, faut être présent aux réunions par exemple. Faites des propositions aussi aux directeurs des départements parce que eux, ils sont toujours contents de vous recevoir pour écouter ce que vous avez à dire. S'il y a des remontées à faire ou si vous avez envie de moderniser un cours ou si vous avez envie si vous avez une idée, allez voir le directeur, il peut même vous créer des heures en fait juste pour vous, même si ça n'existe pas encore. Moi ça s'est fait, dans le privé ça se fait beaucoup plus facilement évidemment que dans le public, donc c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant pour vous de passer d'abord par le privé. Soyez partout, mais humblement et en finesse bien sûr, c'est comme ça qu'on va penser à vous, c'est comme ça que vous allez vous faire une place et c'est comme ça que finalement les opportunités vont commencer à arriver. Alors, par rapport à la préparation et au déroulement de vos cours. Maintenant que vous avez récupéré un cours ou plusieurs cours, il va falloir enseigner. Et là, c'est souvent à ce moment-là qu'on réalise qu'en fait, le plus difficile est à venir, mais pas de panique. Si vous avez peur de votre premier cours, sachez que c'est complètement normal. J'ai jamais entendu un collègue me dire qu'il n'avait pas eu peur avant son premier cours ou bien qu'il a été excellent lors de son premier cours. On n'est jamais trop fier en fait de ce genre de moment, à tort d'ailleurs parce que je pense qu'on peut déjà être fier de l'avoir fait et qu'on oublie bien souvent que c'est celui-là qui a été le plus important finalement. Le jour J, chacun gère à sa manière. Comme je le disais la semaine dernière, il y a des personnes qui vont se lever à 6h et qui vont aller faire un footing avant leur premier cours et d'autres personnes seront incapables de bouger ou de respirer pendant 48 heures avant d'y aller. Ça, c'était moi. Personnellement, j'avais pu anticiper heureusement sur la date de rentrée, donc je savais dès le mois de mai que j'allais enseigner en septembre. Bien sûr, ça se passe pas toujours comme ça. Quoi qu'il en soit, je ne le répéterai jamais assez, je pense qu'il faut se connaître parfaitement pour gérer ce genre d'événement. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de prendre beaucoup d'avance, d'autres qui vont préférer arriver un peu à la fraîche. Ça dépend vraiment de votre tempérament. Et puis, il y a plein de personnes à qui ça fait moins peur d'enseigner, surtout pour le premier cours, ça dépend. Il y en a qui auront déjà enseigné dans le secondaire aussi, il y en a qui auront déjà communiqué en public, et puis il y en a d'autres qui n'auront jamais parlé en public avant de faire leur premier cours à l'université, donc forcément, chacun va se préparer en fonction de son expérience aussi. Dans tous les cas, ce sera gérable et je vous promets que vous en êtes capable. Le plus difficile, franchement, c'est de prendre la parole lors du tout premier cours. Ensuite, le cours va se dérouler, puis vous allez faire le deuxième cours. La première semaine, elle va se dérouler un petit peu comme ça va être un peu confus dans votre esprit, mais ça va se mettre en place. La deuxième semaine va arriver et vous allez voir que le semestre va glisser en fait, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, ça va passer très très vite. Pour ma part, j'avais 8 ou 9 heures de cours pendant mon premier semestre et après j'ai cumulé d'autres cours dans la même université et après j'ai ajouté des heures de vacation dans le public. En tout, j'ai parfois atteint plus de 15 heures de cours par semaine, mais vraiment je recommande à personne d'avoir ce rythme pendant le doctorat. Pour moi, ça a été gérable parce que j'ai eu ces cours progressivement, donc j'avais pas besoin de tout préparer de la même manière tous les ans. Pareil, j'avais 2 cours divisés en groupes, donc parfois j'avais 2 ou 4 groupes pour un seul cours à préparer.
Attention, ici, la difficulté principale dans ces cours-là, c'est vraiment d'anticiper le temps que vont prendre les corrections des travaux. En fait, plus vous allez avoir de groupes, plus vous allez avoir de travaux à corriger parce que les cours en groupe, c'est souvent des TD et moi j'avais d'autres cours qui étaient des CM, donc je passais plus de temps à préparer les heures de cours pour mes cours magistraux, mais j'avais beaucoup moins de temps à consacrer aux corrections. Si vous avez des TD, faites super attention à ça, faut corriger au fur et à mesure ou alors faut vraiment bloquer du temps en fin de semestre pour vous consacrer à vos corrections. Après, pour les préparations de cours, je m'y prenais parfois à l'avance, parfois à la dernière minute. Franchement, ça dépendait un petit peu des années. Avec l'expérience, honnêtement, vous allez apprendre à savoir ce qui est le mieux adapté à votre façon de travailler. Perso, j'ai eu tendance à vouloir préparer mes premiers cours très longtemps à l'avance parce que j'étais hyper stressée. La première année, j'ai passé mon été sur mes cours et j'ai complètement délaissé ma thèse. J'avais tellement peur de pas être assez préparée que j'ai voulu tout faire bien en avance, mais en fait il y a eu plusieurs problèmes qui se sont posés dans cette dynamique-là. C'est déjà que j'ai pas repris ma thèse comme je le pensais en septembre, parce que on a beau se préparer, en fait les premières semaines de cours elles sont tellement prenantes, tellement épuisantes que perso j'ai pas eu l'énergie de me remettre dans ma thèse en septembre, donc ça prend du temps. Ensuite, si vous préparez fin mai un premier cours pour septembre, c'est bien, mais personnellement en septembre j'avais oublié la moitié de mon cours que j'avais préparé en mai. Donc gardez bien en tête que vous n'allez pas forcément enseigner, surtout au début, vous allez prendre un peu le cours qu'on vous donne, donc vous n'allez pas forcément enseigner des notions qui sont en rapport direct avec votre sujet de recherche. Quand vous devez travailler par exemple sur un texte pour un cours de prépa au master de sciences politiques alors que vous êtes historien de l'art contemporain, préparer un cours trop longtemps en avance, c'est une erreur de débutant en fait, parce que vous allez devoir le repréparer à nouveau en fait. Vous allez préparer une deuxième fois avant d'entrer dans la salle. Donc c'est vraiment pas judicieux. Et j'ai remarqué aussi sur le long terme que pour mes cours d'histoire de l'art, j'étais beaucoup plus à l'aise quand je préparais moins mes cours, parce que du coup ils étaient plus dynamiques, j'étais plus alerte, j'étais plus vigilante, j'anticipais beaucoup mieux les questions des étudiants et puis j'étais plus concentrée en fait sur mon propos parce que fallait que je donne tout en fait. J'étais à fond, alors que si j'arrivais avec mon cours qui était parfaitement préparé, bien rédigé, je m'ennuyais et puis je pense que les étudiants aussi au final. Les cours étaient moins spontanés en fait. Donc n'ayez pas peur des cours qui sont plus près de votre domaine de recherche, parce que vous allez savoir répondre aux questions et quand vous n'aurez pas la réponse, quand vous ne saurez pas répondre à une question, vous saurez dire pourquoi vous ne savez pas, parce qu'il y a des fois où on ne sait pas parce que c'est pas le bon angle de vue, parce qu'on voit que la question en fait elle est pas bien posée, qu'elle pourrait être formulée autrement pour que ce soit plus pertinent, parce que la recherche elle-même parfois ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire en fait, on connaît les limites de notre discipline et de façon générale, les étudiants ils sentent si vous êtes à l'aise ou pas sur un sujet. Donc ne pas savoir, ça va vous arriver, mais vous saurez gérer ça si vous savez de quoi vous parlez. Donc voilà, toujours ayez dans l'idée, vaut mieux être trop général que finalement vouloir rentrer dans le détail et embrouiller plus qu'autre chose les étudiants. Pour vos préparations, sachez aussi que vous allez avoir tendance certainement à voir beaucoup trop grand au début. Vous allez avoir l'impression qu'une heure de cours ça dure une éternité alors qu'en fait ça passe super vite. Donc ne préparez pas trop en avance, prévoyez aussi des interactions. Parce que ça c'est important. Répondre à une question, ça prend énormément de temps. Pareil, plus on prépare un cours, moins on a tendance à demander aux étudiants s'ils ont des questions. Parfois on prépare tellement bien qu'on a le sentiment qu'on a fait le tour d'un sujet, et inversement, moi quand je préparais moins mes cours, je demandais beaucoup plus souvent à mes étudiants si j'étais claire, s'ils avaient des questions, et c'est aussi pour ça que c'était plus dynamique je pense. En fait ils ont plein de questions mais ils osent pas les poser. Donc demandez plusieurs fois par heure s'il y a des questions, vous verrez le résultat. Non seulement il va y en avoir, mais aussi elles vont vraiment vous permettre d'augmenter votre capital sympathie auprès de vos étudiants, parce que vous êtes plus spontané quand vous répondez à des questions que quand vous faites cours. Et eux, ils vont vous sentir soucieux de faire passer quelque chose, d'être clair, d'être bon, et surtout, ils vont voir que vous vous intéressez à eux et que pour vous, c'est important qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de dire. Combien de profs nous ont complètement perdus parce qu'ils débitent leur cours et ils se cassent. C'est dommage. En fait, vous allez être en position de... Souvent, vous êtes dans des TD, et quand vous êtes dans des CM, dans le privé, c'est pas des amphis, il n'y a pas 300 étudiants. Donc vous avez vraiment
l'occasion de demander s'ils ont des questions, vous avez le temps d'y répondre et c'est souvent là qu'il y a des vraies interactions qui se créent. Vous allez interagir, vous allez échanger et plus vous allez faire ça, plus vous allez être à l'aise avec eux et plus ils vont être à l'aise avec vous. Et pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde parce que c'est là que vous allez évoluer en tant qu'enseignant en fait. C'est pas quand vous allez débiter votre cours et partir du cours. Enfin, je veux dire, c'est souvent les profs qui ont peur qui font ça. Donc ces moments pour les questions, c'est toujours des moments privilégiés, pensez-y, dites-le, voilà, est-ce que vous avez des questions, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire, vous vous interrompez régulièrement pour poser cette question. Au début, ils vont pas vous répondre, ça va être un peu mort, et en fait, plus le temps va passer, plus ça va finir par arriver, vous allez voir, et ça, c'est vraiment intéressant. Personnellement, je pense que c'est vraiment grâce aux interactions, c'est grâce à ces petits moments pour les questions que j'ai vraiment évolué en tant qu'enseignante, c'est par là qu'est vraiment venue la vraie expérience de l'enseignement, parce que c'est là que vous allez vous reprendre, c'est là que vous allez expliquer autrement, c'est là que vous allez sentir où est-ce qu'il y a une incompréhension, et c'est là du coup que vous allez mieux préparer les cours suivants. D'où l'intérêt de pas forcément préparer tous vos cours pour tout le semestre, parce que s'il y a quelque chose qui va pas, vous allez le sentir assez vite, et il sera toujours temps d'adapter après en fait. Voilà. Après, c'est que mon avis, dites-moi si vous enseignez ce que vous en pensez, dites-moi aussi comment vous préparez vos cours, ça m'intéresse, dites-moi tout et sachez évidemment que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos premiers pas vers l'enseignement, que ce soit pour préparer vos candidatures, pour chercher des heures de cours, pour démarcher des maîtres de conf ou bien des administrations, si vous avez besoin d'aide pour préparer vos cours, vous organiser, etc., vous pouvez me contacter via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous laissez vos coordonnées et je reviens vers vous, on fait le point ensemble lors d'une première séance gratuite et on prépare un plan d'action. Bon courage à tous, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine de pré-rentrée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!